Tendance première. Bonjour Julien Gilles. Bonjour Véronique. Et c'est un thriller, enfin une série un peu paranoïaque dans laquelle vous nous emmenez aujourd'hui. Ça s'appelle The Madness. Madness, une mini-série de 8 épisodes sur Netflix. On est sur des formats de 45 minutes, mini-série conclusive. Tout est dit en 8 épisodes. Madness, la folie, si on traduit, la folie, c'est bien ce qui semble s'être emparé de l'Amérique, l'Amérique d'aujourd'hui qui plonge ou replonge dans une forme de lutte armée entre communautés, mais cette fois-ci manipulée par des intérêts financiers et de pouvoir qui dépassent les simples clivages, enfin simples entre guillemets, simples clivages raciaux. Donc derrière, voilà, une série, comme vous dites, de traques, de course-poursuite, se cachent quand même des thématiques très très actuelles de désinformation, de manipulation des masses par les médias, par des influenceurs. Je vais l'expliquer. Mais d'abord, rapidement, l'histoire. On suit le journaliste Muncie Daniels, qui est donc présentateur afro-américain sur la très prestigieuse chaîne CNN. Il est en quelque sorte le Joker à la présentation du JT. Et en parallèle, il prépare une émission politique. Donc tout va bien pour lui professionnellement. On comprend qu'il est en instance de divorce. Et voilà, il décide aussi d'écrire un livre, en fait, en attendant cette fameuse émission politique. Il a un peu de temps devant lui. Donc il décide d'écrire un livre sur sa propre trajectoire, sur sa vie, comment il en est arrivé là où il est. Lui qui est un ancien militant, lui qui est lui-même fils de militant politique, ça a son importance. Du coup, pour entamer le process, il décide de s'isoler. Il va dans un chalet au milieu de la forêt. Et là, tout doucement, se dessine la trame. Il rencontre son voisin assez affable et qui lui propose un coup de main au besoin. Et justement, le besoin se fait sentir. Muncie se présente chez son voisin, ne le trouve pas, fait le tour de la maison et découvre le cadavre du voisin démembré dans le sauna attenant. 2 hommes cagoulés surgissent. C'est la course-poursuite. L'engrenage commence. Muncie est poursuivi. Il est traqué donc par ces 2 hommes. Il leur échappe. Et voilà, il va découvrir que cette personne assassinée se trouve être en fait un leader d'opinion du courant suprématiste blanc. C'est un homme qui a une chaîne YouTube de 5 millions d'abonnés. Donc c'est quelqu'un qui compte dans le milieu de l'extrémisme de droite. Le genre de personnage qu'il exècre particulièrement puisqu'il les a combattus dans sa jeunesse. Et donc tout doucement, il va tirer le fil d'une intrigue qui va bien au-delà d'un simple meurtre. Il va se rendre compte que tout ça est l'objet d'une manipulation qui se voit s'opposer dans un premier temps des groupuscules, des groupes de gens armés, certains tenants d'une forme d'autoritarisme qui affrontent en fait des tenants du libertarisme, donc vraiment 2 mouvements souterrains au sein de l'Amérique, quoique libertarisme plus tant que ça avec Elon Musk aux côtés de Donald Trump aujourd'hui. Et donc finalement, il va tirer le fil de cette grande manipulation et va découvrir que derrière des actions ciblées, télécommandées, se cachent des intérêts, des personnes qui ont des intérêts très influents et des intérêts d'influencer, d'influer sur des décisions. Et donc finalement, par des actions un peu ponctuelles, un peu marginales, et par un effet de domino, d'essayer d'influencer la marche du monde, rien que cela. Donc on est bien dans une forme de paranoïa aussi ici. Ça fait un peu écho à ce qu'on lit un peu partout, le conspirationnisme qui nous parle justement de ces personnes d'intérêt dans l'ombre. On nous expose beaucoup le milliardaire Elon Musk ces derniers mois, ces dernières années, mais il faut bien comprendre qu'à l'oreille de Donald Trump, il y a aussi d'autres milliardaires beaucoup plus discrets, car jugés beaucoup moins glamour qu'Elon Musk, des marchands d'armes, des pharmaciens, j'allais dire, mais ce genre d'industrie qui n'a pas forcément toujours bonne presse, qui est aussi très présente. Et donc, on va démonter par la série aussi, elle va nous montrer un peu ce combat finalement du personnage principal qui, quelque part, renoue avec ses combats de jeunesse, c'est-à-dire la lutte contre l'injustice. On va découvrir comment ce jeu d'influence entame la démocratie et entame le libre arbitre de nous, citoyens, du citoyen américain, mais pas que. On a des exemples ici en Europe. Donc, on va s'intéresser à des influenceurs qui sont payés directement pour dénigrer ou alors au contraire pour encenser, admirer certaines politiques locales, certains candidats, justement à quelques semaines du suffrage. Et là, ça fait clairement écho à la technique utilisée par Donald Trump les dernières semaines qui ont précédé le 5 novembre dernier, où il a refusé clairement de se rendre dans les médias traditionnels pour privilégier des podcasts, pour privilégier justement des chaînes YouTube, où il a été invité par des gars comme Jay Rogan, le YouTuber et le podcasteur le plus écouté du monde, 45 millions d'écoutes à chaque émission pour discuter le bout de gras. Donc ici, on n'est pas du tout dans un débat, dans un questionnement journalistique. Ah non, surtout pas. La vérité est maintenue à l'écart. Donald Trump, lui, il adore ça, justement, tailler la bavette et parler de tout et de rien. Ça a grandement contribué, cette stratégie comme ça de parler à des podcasteurs, ça a grandement contribué à son élection, justement, en lui évitant des débats argumentés et autres.
Et pour revenir sur nos réalités européennes à nous, on a vu il y a pas longtemps en Roumanie le premier tour de l'élection présidentielle roumaine qui a été invalidé par la Cour suprême roumaine en raison d'une manipulation, une ingérence extérieure via le réseau TikTok. En un mois de temps, le fameux candidat pro-russe qui était complètement inconnu du paysage politique roumain s'est retrouvé en tête des élections au premier tour parce que justement appuyé par des influenceurs, par des fermatrolls russes, celles-là elles ont été identifiées, qui viennent comme ça alimenter des posts, des publications de manière positive, donc des milliers de commentaires qui sont en fait tout ça sont des faux. Donc ça nous questionne sur la manipulation des masses, la façon dont nous-mêmes nous sommes manipulés, dont nous-mêmes nous sommes privés petit à petit de notre libre arbitre finalement par ce jeu de désinformation. Parce qu'aujourd'hui on parlait de médias traditionnels qui finalement laissent de plus en plus la place à des médias privés. Autrefois les médias traditionnels, on connaissait un peu leur obédience, on savait qu'en achetant tel journal, en regardant peut-être telle chaîne télé, on était plutôt sur quelque chose de chrétien, de libéral, un média ouvrier, des choses. Mais ça avançait, les médias avançaient à visage découvert. Aujourd'hui, on est sur des chaînes privées, on est sur YouTube, on est sur des fils X où l'information n'a plus sa place. On est juste ici sur des témoignages d'opinion. On essaye de conforter finalement les opinions des uns et des autres. Et quelque part, on fait le jeu on entame finalement le concept de vérité. On challenge le concept de vérité. C'est un peu les grands enjeux du moment. Et quand on attaque la vérité et quand on remet en question la valeur que doit revêtir la vérité dans nos sociétés, on remet en question simplement la justice. Or, la justice, c'est central. L'accès à la justice pour tous, c'est quelque chose de central dans le pacte social qui nous lie dans nos sociétés démocratiques. Donc, petit à petit, attention, cette désinformation, finalement, elle tire le fil quand même de nos libertés et de nos façons de vivre. Et puis voilà, et à côté de ça, on voit aussi dans la série, bien sûr, le poids des images, puisqu'on parle des réseaux, on parle de YouTube. On voit aussi, il y a quelques scènes intéressantes où on voit qu'on dégaine son téléphone en mode appareil photo comme une arme, puisqu'on se fait la guerre par images interposées sur ces réseaux privés les uns et les autres, des images qui ont clairement pris le pas aujourd'hui sur l'article écrit, j'ai envie de dire. Autrefois, les images venaient appuyer un article. Aujourd'hui, clairement, l'image a remplacé l'article en lui-même. Donc les arguments ne sont plus lus, ne sont plus débattus, ou en tout cas de moins en moins, par des générations qui finalement subissent le plus cette désinformation parce qu'elle est elle-même privée de l'esprit critique, puisque finalement les personnes qui arrivent au pouvoir n'ont pas intérêt à financer l'enseignement, à financer la connaissance, l'esprit critique. Non, ça leur serait défavorable. Donc il y a une espèce d'engrenage comme ça un peu très très malsain qui fait que les générations futures sont appelées à être moins bien armées justement pour défendre leur libre arbitre. Ça fait froid dans le dos finalement quand on réalise tout ça. Donc c'est sur Netflix, en 6 épisodes. 8 épisodes. 8 épisodes, pardon, finis. Ça s'appelle Madness. Et il me semble que Netflix s'est beaucoup investi dans le paranoïa ces derniers temps parce qu'il propose aussi un film qui s'appelle Le Monde après nous avec Julia Roberts et Ethan Hawke et Kevin Bacon. C'est la thématique du moment aussi. C'est parce que tout nous rappelle qu'on vit dans un monde de plus en plus paranoïaque où l'ennemi est à la fois intérieur et extérieur. Je rappelle qu'une des plus grandes promesses de Donald Trump, il a encore martelé ici que ce serait sa première décision le 20 janvier prochain, c'est l'expulsion de 11 millions de migrants illégaux, donc la menace intérieure qui vient de l'extérieur d'ailleurs au départ. Donc oui, c'est omniprésent dans la culture, dans nos cultures, parce que nous aussi on parle des migrants et de la menace que les migrants font peser sur nos conforts de vie finalement. Ça va nous donner, à mon avis, quelques productions à venir. Oui, c'est sûrement pas fini. Le filon est encore exploité. Voilà, c'est ça. Sur ce thème-là. Merci beaucoup, Julien. Avec grand plaisir.